Bonjour, je m'appelle Bertrand Marne et je suis maître de conférence à l'université Lumière Lyon 2. Mes travaux de recherche portent sur l'ingénierie des jeux sérieux et c'est l'un de ces résultats que j'ai le plaisir de vous présenter. Il s'agit d'une méthodologie de conception pour aider les experts de différents domaines à collaborer dans la conception des jeux sérieux. Pour cela, elle définit différents aspects de cette conception et il s'agit des 6 facettes de la conception des jeux sérieux. Cette méthodologie définit 6 aspects fondamentaux de la conception des jeux sérieux. Elle est le résultat d'une compilation de travaux de recherche et de pratiques de conception dans le domaine des EIH, des jeux vidéo et bien sûr des jeux sérieux. Pour bien comprendre ce que recouvrent ces facettes, je vais vous les décrire les unes après les autres. La première facette est celle des objectifs pédagogiques et elle concerne le travail de spécification de ce que le jeu sérieux doit apprendre aux apprenants-joueurs. Il est recommandé aux concepteurs de commencer à travailler sur cet aspect, même s'il n'y a pas vraiment de chronologie pour les autres facettes. Définir les objectifs pédagogiques, c'est définir ce que l'on veut que l'apprenant-joueur apprenne grâce au jeu sérieux. Pour répondre à cette problématique, il faut définir le référentiel du domaine à enseigner, le compléter avec les misconceptions les plus fréquentes et donc spécifier les objectifs pédagogiques à faire atteindre aux apprenants. Pour cela, on peut par exemple construire un graphe des compétences. On peut formuler ces compétences sous forme d'objectifs pédagogiques avec des liens entre eux comme la précédence, la composition ou la spécialisation. Ce travail se fait notamment grâce à l'expertise des enseignants, des spécialistes du domaine et des ingénieurs de la connaissance. Voici un exemple de graphe des compétences à faire enseigner sur les changements d'état de l'eau au collège. Ce graphe a été conçu avec des enseignants pour le jeu sérieux Les Cristaux DR. On y voit que le concept d'apport d'énergie s'enseigne après celui de repérage de la température et avant celui du transfert d'énergie. On voit aussi que ces concepts sont liés à celui de l'expérimentation, dont les étapes génériques sont détaillées. Cette représentation des objectifs à faire atteindre aux apprenants-joueurs sera le fondement de l'ensemble des travaux ultérieurs de conception que l'on retrouve dans les autres facettes. Je vais maintenant vous présenter ces autres facettes dans un ordre qui n'est pas forcément celui qui sera suivi lors de la conception d'un jeu sérieux. Commençons par la seconde facette qui définit la simulation du domaine. Elle s'intéresse au travail sur le cœur du moteur du jeu sérieux. Le moteur des jeux sérieux, comme celui des jeux vidéo, repose souvent sur une simulation. Dans le cas des jeux sérieux, cette simulation repose à son tour sur le fonctionnement du domaine que l'on cherche à enseigner. Cette simulation, incluse dans le jeu sérieux, a pour but de répondre aux actions de l'apprenant-joueur de façon cohérente avec le fonctionnement réel du domaine. Pour construire une simulation cohérente et qui ne renforce pas les misconceptions des apprenants, il faut qu'elle se fonde sur un modèle formel du domaine. Ce travail de conception nécessite plusieurs types d'expertise que l'on retrouve disséminés chez les enseignants, les formateurs, les spécialistes du domaine et bien sûr chez les informaticiens. Voyons un exemple de ce travail. Le jeu sérieux Les Cristaux DR est destiné à l'apprentissage de la physique au collège. Nous venons d'en voir les objectifs pédagogiques. Le domaine qui est enseigné est régi par le système de changement d'état de la matière. Sans rentrer dans les détails, ce système est défini par des diagrammes empiriques qui définissent les états de la matière en fonction de la température, de la pression et du volume. C'est vraiment trop complexe pour des collégiens et difficilement calculable en temps réel par un ordinateur. Avec les enseignants impliqués dans la conception du jeu, nous avons simplifié ce système pour ne conserver que les éléments utiles à l'enseignement du collège, tout en gardant ce qui était nécessaire au fonctionnement cohérent et non faussé du moteur du jeu sérieux. Ainsi, la pression a été considérée constante et atmosphérique, et seule la température a été prise en compte avec sa cinétique particulière. C'est sur ce modèle que s'est fondé le moteur de jeu des Cristaux DR. Néanmoins, il n'est pas très ludique de demander à l'apprenant-joueur de modifier directement, par exemple avec des valeurs chiffrées, les paramètres de la simulation. La troisième facette définit les interactions entre l'apprenant-joueur et la simulation que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire les travaux de conception autour de l'interface ludique proposée à l'apprenant-joueur pour interagir avec cette simulation du domaine. Pour rendre motivantes les interactions entre l'apprenant-joueur et la simulation, il y a plusieurs aspects auxquels il faut faire attention. D'abord, l'interface avec la simulation doit être la plus simple possible à utiliser. Ensuite, elle doit se montrer dynamique,
en proposant des feedbacks rapides qui soient autant que possible ludiques. Pour cela, on peut utiliser par exemple le hasard. On parle alors d'aléas. On peut utiliser la mise en situation de type jeu de rôle. On va parler alors de mimicry. Et on peut même utiliser une sensation proche du vertige. Et on parle alors d'e-links. Ce sont des aspects très très riches qu'on ne peut pas détailler ici, mais que je vous invite à explorer. Cette interface entre la simulation et l'apprenant-joueur va aussi donner naissance à une métaphore qui, si elle est bien faite, permettra d'utiliser la simulation comme un jouet, c'est-à-dire un objet qu'il est intéressant de manipuler, mais en dehors de toute règle du jeu. Pour construire une telle interface, et donc pour arriver à concevoir un jouet efficace, il faudra profiter de l'expertise des game designers et des spécialistes de l'interface homme-machine. La quatrième facette s'intéresse à la question de la scénarisation pédagogique et ludique du jeu sérieux, et donc à l'organisation et à l'adaptation de l'apprentissage et des défis qui sont proposés à l'apprenant-joueur tout au long de sa partie. L'apprenant-joueur est confronté à des défis qui peuvent être pédagogiques, ludiques ou les deux. Les défis pédagogiques ont pour but de faire acquérir des compétences à l'apprenant, alors que les défis ludiques ont plutôt pour but de motiver le joueur à continuer pour améliorer ses performances. Bien sûr, il est préférable que les défis soient à la fois pédagogiques et ludiques. Les défis prennent la forme de problèmes que les concepteurs du jeu sérieux posent aux apprenants-joueurs à travers l'interface du jeu sérieux et que celui-ci devra résoudre. Une des questions centrales de la conception d'un jeu sérieux est donc de déterminer quel problème poser à l'apprenant-joueur avec quelle progression, tout en articulant les aspects pédagogiques et les aspects ludiques de ces problèmes. Il faut donc prévoir des règles qui vont structurer l'utilisation du moteur de jeu par les apprenants-joueurs et ainsi nourrir les défis qui leur seront posés. On passe du simple moteur de jeu, qui peut être utilisé comme un jouet, à un jeu qui va structurer l'utilisation du jouet avec des règles et des objectifs. Je profite de l'occasion pour faire un aparté sur les termes de jeu et de jouet en prenant un exemple parlant. Une balle. C'est un très bon jouet, une balle, notamment parce qu'elle possède des propriétés qui permettent facilement de s'amuser avec elle. Quand on structure l'activité autour de la balle, par des buts à atteindre, des obstacles qui nous en empêchent, on se retrouve non plus seulement avec un jouet, mais avec un jeu, comme le football ou la balle aux prisonniers. Créer des buts et des règles, c'est aussi l'occasion de réfléchir à la progression de la difficulté dans le jeu, de façon à maintenir le joueur dans un état de flow, c'est-à-dire ni frustré par la difficulté, ni ennuyé par des défis qui seraient trop simples. Il faut donc bien définir la difficulté de chaque problème posé et proposer une montée en difficulté progressive, voire en dents de scie. Enfin, le travail sur cette facette est aussi l'occasion de travailler sur le concept de compétition avec soi-même ou avec les autres, et ce, dans le but de créer de la motivation. Ce ressort de motivation s'appelle l'agone. Les experts qui vont apporter leurs compétences et à travailler sur la conception de tous ces aspects sont plutôt les enseignants, les pédagogues et les level designers. La cinquième facette est celle du décorum. Elle décrit aussi la conception d'éléments motivants du jeu sérieux, mais contrairement aux facettes précédentes, il s'agit d'éléments motivants qui ne sont pas liés à la simulation décrite dans la facette numéro 2. Ce sont plutôt les éléments scénaristiques ou multimédia. Les moyens classiques de renforcer la motivation dans les jeux vidéo comme dans les jeux sérieux sont par exemple d'écrire un scénario immersif, utiliser des graphismes qui sont attrayants, de créer une ambiance sonore agréable et captivante, d'utiliser l'humour, le suspense ou d'autres moyens narratifs qui soutiennent l'attention. Aucun de ces éléments n'est directement lié à la simulation du domaine, mais ils participent tous à la motivation. Ce ne sont que quelques exemples que les artistes qui sont spécialistes de l'image, du son, de la narration et les game designers sauront compléter. La dernière facette est celle qui s'intéresse aux travaux qui spécifient les conditions d'utilisation du jeu sérieux. Il s'agit de savoir à quel point on précise si le jeu sérieux doit s'utiliser, par exemple seul ou à plusieurs, dans une salle de classe ou chez soi, avec ou sans tuteur, dans un dispositif d'enseignement mixte, ou par exemple si le jeu sérieux est le seul support utilisé. On peut aussi se demander si le jeu doit se jouer à plusieurs, ou par exemple, est-ce que le jeu se joue en présentiel ou à distance. Avec les enseignants, les pédagogues et les game designers, il faut donc travailler à définir à quel point ces conditions d'utilisation doivent être définies et ce qu'elles seront.
même si cette facette est aujourd'hui la dernière à être présentée. Cet aspect doit être pris en compte relativement tôt dans la conception du jeu sérieux. Par exemple, pour le jeu sérieux Les Cristaux DR dont nous avons déjà parlé, il avait été défini dès le départ que le jeu se jouerait seul, dans une salle de classe, en présence d'un enseignant et pendant une durée d'environ 30 à 40 minutes. La présentation des 6 facettes que je viens de faire était très rapide, trop rapide car chaque facette recouvre des ensembles de concepts variés et complexes qui sont destinés à différents types d'experts. D'ailleurs, les icônes représentant un tableau et une manette de jeu indiquent quelles sont les expertises principales nécessaires pour chacune de ces facettes. Cependant, il ne faut pas considérer que ce sont les seuls experts à devoir travailler sur leurs facettes. Ce sont au contraire des repères pour aider les autres à s'intégrer dans la collaboration. Pour conclure, les 6 facettes décrivent de façon non chronologique les 6 aspects de la conception d'un jeu sérieux. Elles servent aujourd'hui, par exemple, de support à l'analyse de jeux sérieux déjà conçus pour en comprendre les ressorts et identifier et évaluer les pratiques courantes de conception. Les 6 facettes sont aussi utilisées par les concepteurs comme point de repère dans leurs travaux et pour cibler plus facilement les patrons de conception qu'ils peuvent utiliser. Les patrons de conception sont en fait les bonnes pratiques qui ont été identifiées et formalisées pour être réutilisées et faciliter la conception en permettant aux parties prenantes de s'inspirer de l'existant pour discuter de leur projet actuel. D'ailleurs, l'identification, la rédaction et l'implémentation de patrons de conception, en particulier de jeux sérieux, sont des domaines de recherche en pleine effervescence et dans lesquels il reste vraiment beaucoup de travail à mener.